Depuis toutes ces années où je pratique l'astronomie, il ne passe pas une semaine où je n'entends pas une phrase du genre « Hey Julien, j'ai vu ta dernière photo d'astrologie, elle est trop belle !» Je dois avouer, au début c'était vexant. Et puis bon, j'ai fini par me dire qu'il était peut-être temps que je m'y intéresse après tout. Alors aujourd'hui, je suis très content de vous présenter ma 13e vidéo, et ce chiffre n'est pas anodin, qui va traiter des liens entre l'astrologie et la mécanique céleste à travers l'histoire. Je vais vous parler de thème astral, de précession des équinoxes et de chevaliers du zodiaque. Et pour le casting, on va ressortir les usual suspects, Thalès, Ptolémée, Kepler et les autres, qui en plus d'être de brillants astronomes, étaient aussi astrologues. Depuis toujours, les hommes ont observé les étoiles et dans la plupart des civilisations leur ont attribué un caractère divin. Les plus anciennes traces écrites d'observation du ciel remontent à 5000 ans en Mésopotamie et en Égypte. Les Égyptiens étaient pragmatiques et observaient le ciel pour prévoir les saisons et optimiser leur agriculture. Les Mésopotamiens, eux, étaient plus superstitieux et voyaient dans les astres des dieux leur envoyant des signes. Alors, ils ne faisaient pas des prédictions fatalistes, mais des présages qu'ils pouvaient influencer par des sacrifices. Les astres indiquent qu'une famine peut s'abattre sur le pays car les dieux sont en colère. On fait donc des sacrifices pour contenter les dieux. La famine n'arrive pas, gloire à l'astrologue. Grâce à ces sacrifices, il nous a tous sauvés. En gros. Les Mésopotamiens utilisaient un système de numération en base 60. C'est pourquoi le cercle fait 360 degrés 6 x 60, une heure dure 60 minutes et le mois possède 30 jours, 60 divisé par 2. Les mois correspondaient aussi à un cycle lunaire et il en fallait 12, 60 divisé par 5, pour faire une année. Bon, c'est pas mal la base 60, non? Bon, en fait, ça marchait pas vraiment, parce qu'on sait aujourd'hui que l'année ne dure pas 360 jours, mais bien 365 jours et plein de chiffres après la virgule. C'était pas un problème pour les Mésopotamiens, lorsqu'année après année le décalage devenait trop grand, ils rajoutaient simplement un mois intercalaire et c'était reparti. Les Mésopotamiens pensaient que les étoiles tournaient autour de la Terre immobile. Parmi les étoiles, ils distinguaient 5 astres particuliers qui se déplaçaient dans le ciel d'une nuit à l'autre. Ils les identifiaient à leur divinité, Nabu, Ishtar, Nergal, Marduk et Nidib. Avec le soleil Samas et la lune Sin, ils formaient les 7 astres errants. C'est pour cette raison que le chiffre 7 est magique en Mésopotamie. On divise la semaine en 7 jours et on retrouve le 7 dans toute la mythologie. Les 7 portes du temple du ciel d'Anu, les 7 sages qui conseillent Eki, le dieu de la sagesse, les 7 jours et les 7 nuits du déluge biblique, les 7 montagnes que traverse Gilgamesh pour atteindre le jardin des dieux, etc. Les civilisations judéo-chrétiennes qui vont suivre vont elles aussi reprendre ce symbole, les 7 péchés capitaux, les 7 jours de la création, etc. Ils ont remarqué que les 7 astres qui tournaient autour de la Terre traversaient le ciel sur la même trajectoire que l'on appellera plus tard l'écliptique. Toujours dans leur base 60, ils ont divisé l'écliptique en 12 zones de 30 degrés dans lesquelles ils observaient les 7 astres passer au cours de l'année. Dans chacune de ces zones, ils ont imaginé des dessins avec les étoiles qui s'y trouvaient en formant des constellations qu'ils ont ensuite reliées à leur dieu. Ils ont associé le passage des 7 astres dans ces maisons divines, que l'on appellera plus tard les maisons du zodiaque, à des présages astrologiques. C'est ainsi qu'est née l'astrologie zodiacale, que l'on appelle aussi astrologie occidentale, ou alors en toute humilité, astrologie. L'astrologue interprète l'influence des 7 astres sur la personnalité en fonction de sa date de naissance et de la position des astres dans les 12 constellations du zodiaque. Votre signe du zodiaque est la constellation du zodiaque dans laquelle se situait le soleil au moment de votre naissance. Votre ascendant est la constellation du zodiaque qui se situait sur l'horizon oriental au lieu et heure de votre naissance. Voilà, toute l'astrologie moderne du XXIe siècle est quasi uniquement basée sur les observations, calculs et la compréhension du monde faits par les grands barbus qui ont vécu entre le Tigre et l'Euphrate il y a plusieurs milliers d'années. Je vous ai déjà parlé de l'histoire des planètes à travers les âges, donc je vais simplifier. En Grèce, Thalès a repris le concept des 7 astres mésopotamiens qu'il a nommé planètes, du grec ancien planétes, ce qui signifie astre errant. Les pythagoriciens vont faire correspondre les dieux mésopotamiens avec les dieux grecs. Nabu, scribe divin et maître du savoir, devient Hermès, grand messager des dieux. Ishtar, déesse de l'amour et de la fécondité, devient naturellement Aphrodite. Nergal, dieu guerrier, grand pourvoyeur des enfers, devient son équivalent Arès.
Marduk devient Zeus, et Ninib, divinité des combats, devient le titan Chronos, père meurtrier de ses enfants. Puis le poète romain Ovide écrit la mythologie romaine dans les Métamorphoses. Les dieux romains s'inspirent des dieux grecs et les planètes prennent le nom qu'on leur connaît aujourd'hui. Hermès devient Mercure, Aphrodite devient Vénus, Arès devient Mars, Zeus devient Jupiter et Chronos devient Saturne. Les Grecs héritent aussi des constellations du zodiaque, dont ils changent le nom pour ceux que l'on connaît aujourd'hui. Ils y associent leur propre mythologie, comme pour les autres constellations du ciel d'ailleurs. Le mot astrologie vient du latin astrologia, dérivé du grec ancien astron, astre étoile, et logos, parole, discours. Quant au mot astronomie, astronomia, lui aussi dérivé du grec ancien, il a pour signification la loi des astres. Il y a donc un lien évident entre les deux. L'astronome essaye de comprendre la mécanique céleste à travers les lois qu'elle met en évidence. L'astrologie, ensuite, donne du sens aux observations et les fait parler. Les astrologues se basent donc sur les travaux des astronomes, qui sont d'ailleurs souvent une seule et même personne à l'origine. Malgré toutes les avancées scientifiques et philosophiques faites par les Grecs, il n'en restait pas moins très superstitieux et religieux. Presque tous les grands penseurs pratiquaient l'astrologie, qu'ils considéraient comme un moyen de comprendre le destin des hommes liés aux dieux et à leurs signes venus du ciel. Ptolémée, qui a écrit la Bible antique de l'astronomie, l'Almagès dont je vous ai déjà beaucoup parlé, a aussi rédigé le Tétrabiblos, un ouvrage de référence en astrologie qui compile toutes les connaissances astrologiques des Mésopotamiens et des Grecs. Le Tétrabiblos est aujourd'hui la base de l'astrologie moderne. L'astronomie a beaucoup évolué depuis 2000 ans, mais l'astrologie, elle, fonctionne encore de nos jours sur la mécanique céleste décrite dans l'Almagès de Ptolémée. Une Terre immobile au centre d'un univers géocentrique avec 5 planètes, la Lune et le Soleil, qui orbitent dans des orbites circulaires. Le thème astral, hérité des Mésopotamiens, c'est l'étude de la carte du ciel au moment de la naissance d'une personne. Il permet d'interpréter la position des astres dans le ciel et leur influence sur la personnalité et le destin. Je suis donc allé faire mon thème astral sur astrologie.com et voici le résultat. Au moment de ma naissance, donc, le soleil était dans la constellation du Lion. Je suis donc du signe Lion. Ça, je le savais déjà, ça correspond aux dates qu'il y avait dans l'horoscope. La Lune était dans les Gémeaux, Mercure et Mars dans le Cancer, Vénus dans la Vierge, Jupiter et Saturne dans la Balance. Et en fonction de leur position, ces astres ont toute une série d'influences sur moi qui sont décrites dans les gros pavés de texte qui suivent sur le site. Alors en bon astronome, je suis allé regarder l'état du ciel à ma naissance, et là, surprise. Le soleil, en fait, était dans le Cancer. Grande désillusion, donc en réalité, je ne devrais pas être Lion, mais Cancer. Après 40 ans à m'imaginer être ailleurs dans l'armure d'or du Chevalier du Lion, je suis en réalité le sinistre masque de mort du Cancer. Mais c'est pire que ça. Quasi rien ne correspond avec mon thème astral. Mercure et Mars sont bien dans les Gémeaux, mais Jupiter et Saturne sont dans la Vierge au lieu de la Balance, la Lune est dans le Taureau au lieu des Gémeaux et Vénus est dans le Lion au lieu de la Vierge. Donc en fait, toute l'interprétation qui suit dans mon thème astral n'a aucun sens car elle est basée sur une position des astres dans le ciel qui ne correspond pas à la position qu'ils avaient réellement à ma naissance. L'influence de la Lune dans les Gémeaux vous indique que non, la Lune n'était pas dans les Gémeaux, elle était dans le Taureau. Mais alors comment ça se fait qu'il y ait ce si grand décalage entre un thème astral et ce que nous donne réellement l'observation des astres? Non parce qu'ils n'étaient pas stupides les Mésopotamiens, lorsqu'ils calaient les dates de l'horoscope, les astres étaient au bon endroit. Mais alors pourquoi est-ce que maintenant ce n'est plus le cas? La réponse est la précession des équinoxes. Pour comprendre ce terme un peu barbare, il faut introduire deux notions, le point vernal et l'écliptique. Tout d'abord, le point vernal. C'est le point dans le ciel où le soleil traverse l'équateur céleste lors de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le moment où le jour et la nuit ont exactement la même durée. C'est ce point qui sert de référence pour calculer les coordonnées des astres dans le ciel. En Mésopotamie, ce point était dans la constellation du Bélier et marquait donc le point de départ des maisons du zodiaque. Ensuite, l'écliptique est le nom donné au plan dans lequel se déplace la Terre autour du Soleil. Pour les Grecs, Mésopotamiens et autres géocentristes, c'est le cercle que trace le Soleil sur la sphère céleste au cours de l'année. Dans le système solaire, les planètes ont toutes des orbites quasiment situées dans le même plan. C'est normal, à force de tourner depuis 4 milliards d'années autour du Soleil, la gravité a aligné tout le monde. C'est pour cette raison que les planètes se déplacent elles aussi comme le Soleil sur l'écliptique. Il n'y a donc rien d'anormal à voir les planètes alignées la nuit dans le ciel. C'est pas magique, c'est juste qu'il ne peut pas en être autrement. Le point vernal, qui est sur l'écliptique, marque le début de la maison du Bélier, qui s'étend sur 30 degrés.
Vient ensuite la maison du Taureau, etc. jusqu'à faire les 360 degrés 12 x 30. Basé sur ce mécanisme, inventé par les Mésopotamiens, un site comme astrologie.com ayant accès aux coordonnées en degrés par rapport au point vernal des astres au moment de votre naissance peut vous donner votre thème. Si le Soleil était à 30 degrés du point vernal, vous êtes Taureau. Si Mars était à 5 degrés du point vernal, vous auriez Mars dans le Bélier, etc. Sauf que ce point vernal n'est pas fixe dans le ciel. L'axe de rotation de la Terre oscille en réalité sur lui-même, ce qui entraîne un mouvement rétrograde du point vernal sur l'écliptique. L'écliptique se déplace donc dans les constellations du zodiaque à une vitesse d'1 degré tous les 72 ans. Il faut donc 2150 ans pour que le point vernal passe d'un signe à l'autre et 25 800 ans pour qu'il revienne à son point initial. Le point vernal est aujourd'hui situé dans la constellation des Poissons. Il a reculé de plus de 30 degrés depuis les observations des Mésopotamiens. C'est pour cette raison que la position réelle des astres ne correspond pas à celle prise dans mon thème astral, car en astrologie, on considère que le point vernal est immobile à la position qu'il avait dans le ciel à l'époque antique. Je reprends mon exemple. En cherchant la position du Soleil au moment de votre naissance, vous trouvez 30 degrés par rapport au point vernal. En astrologie, vous êtes du signe Taureau, car le Soleil est situé à 30 degrés après le début de la maison du Bélier. En réalité, le point vernal étant dans la constellation de Poissons désormais, si vous observez 32 degrés plus loin, vous trouvez le Soleil dans la constellation du Bélier. Et la différence entre les observations et votre thème astral risque de ne pas s'arrêter là. J'ai dit que les planètes se trouvaient elles aussi dans le plan de l'écliptique, car leurs orbites étaient quasi toutes dans le même plan. Tout est dans le quasi, car en réalité, elles sont parfois au-dessus, parfois en dessous, ce qui fait qu'au final, les planètes ne traversent pas 12 constellations, mais 21. Lorsque la planète est dans une autre constellation qu'une du zodiaque, l'astrologie ne prend pas en compte cette nouvelle constellation, mais simplement sa projection sur l'écliptique pour la ramener dans une maison du zodiaque. Pratique. D'ailleurs, j'ai dit 12 parce que si on continue les observations, l'écliptique et donc le Soleil au cours de l'année ne traverse pas 12 mais 13 constellations. Entre le Scorpion et le Sagittaire se trouve la constellation du Serpentaire. Mais alors, pourquoi le Serpentaire a-t-il toujours été absent de l'astrologie? Sûrement parce que 60 n'était pas divisible par 13 pour les Mésopotamiens, et que le nombre 13 est maudit, porte malheur dans nos civilisations judéo-chrétiennes. C'est pas vraiment. Mais c'est pas fini. Parce qu'évidemment, les constellations ne font pas toutes exactement la même taille dans le ciel, de sorte que le Soleil n'y passe pas exactement le même nombre de jours. Tout ça mis bout à bout explique une totale déconnexion entre la position des astres en astrologie, votre signe astrologique, et la position réelle des astres au moment de votre naissance. Et lorsque la différence est devenue flagrante, les astrologues ont fait majoritairement le choix de rester sur le modèle antique, géocentrique, à point vernal fixe, plutôt que d'intégrer dans leur modèle les avancées de l'astronomie. Et pour ne plus prêter à confusion, on ne parle plus de constellation du zodiaque en astrologie, mais bien de maison du zodiaque, actant donc le fait que les deux soient tout simplement décorrélés désormais. Voici donc une correspondance entre les maisons du zodiaque utilisées en astrologie depuis les Mésopotamiens, votre signe du zodiaque dit tropical, et la réelle position du Soleil au moment de votre naissance, votre signe astrologique dit sidéral, basé en fonction donc de la position du point vernal en 2000. Alors, en 2072, il faudra rajouter 1 degré, mais d'ici là, on peut garder l'approximation. Outre la précession des équinoxes, pourtant découverte par Hipparque, 300 ans avant que Ptolémée ne rédige l'Almageste et le Tétrabiblos, de nombreuses autres découvertes astronomiques sont venues questionner le bien fondé de l'astrologie. Alors on pense naturellement au passage du modèle géocentrique, la Terre au centre de l'univers, au modèle héliocentrique, le Soleil est au centre de l'univers, introduit par Copernic au XVIe siècle, ou encore au passage des orbites circulaires aux orbites elliptiques, formalisées par Kepler au XVIIe siècle. Toutes ces découvertes expliquent beaucoup plus naturellement les trajectoires des astres dans le ciel et viennent aussi questionner ces modèles en forme de cercle et leur représentation graphique du thème astral. Mais il y a aussi la découverte d'Uranus par William Herschel au XVIIIe siècle. Vous expliquez comment le fait qu'il y ait 7 astres dans le ciel est fait du nombre 7 un nombre magique et particulier dans toutes nos cultures et dans tous nos textes sacrés. En astrologie, chacune des planètes avait 2 maisons privilégiées. Le Soleil et la Lune avaient eux une chacun, ce qui tombait juste. Mais cette découverte d'un 8e astre est venue tout chambouler. Vous pourriez me dire, oui mais Uranus n'est pas visible à l'œil nu. C'est faux, en fait elle l'est, et on pense même qu'Hipparque l'a observé, il y a plus de 2000 ans. Mais son mouvement était trop lent dans le ciel pour qu'elle puisse être identifiée comme astre errant, planète à l'époque. C'était avant tout un débat sur le bien fondé de la numérologie,
Mais la question s'est alors posée d'ajouter Uranus en astrologie ou pas. Et dans ce cas, c'était toute l'interprétation des maisons du zodiaque qu'il fallait adapter, et bis repetita, découverte de Neptune au 19e siècle. Je ne vous parle même pas de Cérès, Pallas, Junon et Vesta et tous les as de la ceinture d'astéroïdes découverts avant Uranus, ni de Pluton au début du 21e siècle. Ah, et avec Pluton, on arrive à 10 astres, et on peut résoudre notre problème de faire coïncider les astres dans les maisons du zodiaque. Chaque planète possède désormais une maison attitrée, une seule, et le Soleil et la Lune deux. Mais en 2006, les astronomes décrètent que Pluton n'est plus une planète. On pourrait dire « on s'en fout, c'est du vocabulaire ». Mais en fait non, il y a une bonne raison derrière. Si on garde Pluton comme planète, alors on doit aussi considérer Cérès, Eris, Oméa, Makemake et plusieurs autres petits astres comme planètes. Bref, problème a priori insoluble. Aujourd'hui, il y a majoritairement deux écoles d'astrologie, celle qui reste sur les 7 astres antiques et celle qui inclut Uranus, Neptune et Pluton. Le premier modèle donne 2 maisons par planète et une pour le Soleil et la Lune, et l'inverse pour le second modèle. Bon, j'imagine que de se rendre compte que l'astrologie est décorrélée de toutes nos connaissances scientifiques actuelles était, j'espère, une découverte pour personne. Mais ça ne rend pas l'astrologie inintéressante pour autant. Sans l'astrologie, il n'y aurait pas eu toutes ces découvertes astronomiques qui pendant des siècles ont été le moteur de la science. Sans cette volonté d'aller comprendre nos destinées, nous n'aurions jamais compris dans quel monde nous vivions. Kepler, dont les lois mathématiques guident aujourd'hui nos sondes à travers le système solaire, était lui-même astrologue. L'histoire de l'astrologie est passionnante car elle nous fait comprendre toute la symbolique de notre tradition à travers les âges. J'espère que vous aurez une petite pensée pour moi lorsque, par exemple, vous compterez les 7 chakras de Genesis, les 7 dieux de Game of Thrones ou alors les 7 nains de Blanche-Neige. Et surtout, comme pour le tarot, la valeur de l'astrologie n'est pas dans le destin qu'elle nous prédit, mais plutôt dans un angle nouveau qu'elle nous propose pour faire avancer nos propres questionnements qui parfois bouclent sans fin. Je vous remercie de votre attention.